Ok, on démarre. Bienvenue à tous, merci d'être venus à cette session. C'est une session sur Java E8. Mon nom est David Delabassé. Malgré le nom qui sonne très français, je suis belge. Je travaille chez Oracle dans l'équipe engineering qui s'occupe de Java EE, mais aussi des implémentations de Java EE qu'on a. Donc Glassfish, l'implémentation de référence, mais aussi WebLogic. Donc l'idée de ce talk aujourd'hui est de vous donner un snapshot de où on en est avec Java EE 8. Il faut savoir que Java EE 8, on est vraiment dans les débuts de la spécification. Donc c'est vraiment un instantané, un instant T. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans Java EE et aussi qu'est-ce qu'on compte faire. Je vais conclure en vous demandant un peu d'aide parce que vous pouvez participer aussi dans la définition de ce que sera Java EE 8. Maintenant, je travaille pour Oracle, je suppose que vous avez déjà vu ce slide. Ce slide dit en gros que vous ne devez prendre aucune décision d'achat basée sur ce que je vais vous raconter aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien à acheter. Oracle n'a aucun produit Java EE 8 à ce jour, il n'y a pas de spécification finalisée, donc Oracle n'a pas de produit Java EE 8, aucun acteur du marché n'a un produit Java EE 8. Donc ce sera quelque chose de facile à faire. Maintenant, ce slide est quand même important en ce sens que je vais parler d'un ensemble de spécifications qui sont en cours de développement. Donc tout ce que je vais dire aujourd'hui, les API, la signature des API, les fonctionnalités, le timing, les roadmaps, tout peut encore changer. On peut rajouter des choses, on peut enlever des choses, etc. En fin de compte, ce sont vraiment les membres des différents experts groupe GCP qui ont le mot final sur ce que va être Java EE 8. Alors, la version actuelle de Java EE, Java EE 7, on a finalisé la spécification milieu de 2013. On a sorti l'implémentation de référence, Glassfish. D'autres application servers ont suivi, par exemple Wildfly. Donc, fin 2013, maintenant que Java EE 7 est finalisé, on a commencé à avoir une réflexion sur Java EE 8. Bien évidemment, on regarde au marché. Quelles sont les tendances du marché? Il y a des choses très évidentes qui auraient beaucoup de sens pour Java EE 8. Le cloud, c'est quelque chose qui semble ressortir. HTML5, c'est quelque chose d'important. Si on regarde toutes les technologies pour faire des UI, toutes ces technologies propriétaires sont remplacées en faveur d'HTML5, Flash, Silverlight, etc. Donc c'est quelque chose qui est évident pour Java EE. Donc on a un ensemble d'idées. On a aussi beaucoup de discussions. On discute bien évidemment au sein des différents experts groupes du GCP sur ce qu'il faut faire dans Java EE. Quand des personnes comme moi ou mes collègues venons à des conférences comme Devoxx France, on discute avec vous. C'est quelque chose, donc vous nous remontez du feedback, vous vous plaignez des choses qui ne fonctionnent pas sur Java EE, mais aussi des choses qui sont bien dans les dernières versions. C'est quelque chose qu'on reprend en interne et qu'on discute. On discute aussi avec nos clients, on discute avec les différents licenciés de Java EE comme IBM, Red Hat, etc. Donc on a pas mal de discussions qui nous permettent en gros de définir la prochaine version de Java EE. Maintenant, on a beaucoup d'idées sur ce qu'on devrait faire dans Java EE, la prochaine version. Maintenant, on a peut-être un peu trop d'idées. Si on voudrait faire appliquer toutes les idées et les développer pour Java EE 8, on n'aurait pas de Java EE 8 avant 5, 6, 7 ans, ce qui est beaucoup trop loin. Et aussi, quand on a des bonnes idées, quand on a des idées qu'on pense bonnes, c'est des fois intéressant de les challenger avec une communauté beaucoup plus large. Donc ce qu'on a fait l'année dernière, on a fait un community survey. Le community survey, en gros, on a demandé à la communauté, donc on a pris toutes nos idées, on les a mis dans deux sondages. Donc par exemple, est-ce qu'il faut faire ce genre de fonctionnalité dans Java EE? Si oui, sous quelle forme? On avait un ensemble de questions, une cinquantaine. On avait aussi des questions ouvertes, parce que peut-être qu'il y avait des choses auxquelles on n'avait pas pensé que la communauté pouvait nous suggérer. Donc on a fait ce sondage en deux parties. On a traité tous les résultats. Et on a une dernière partie du sondage pour essayer de définir des priorités. C'est ce que vous voyez sur ce slide-ci. Maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas aller en détail sur les résultats du survey. Nous, ce qu'on a fait, on a pris le survey pour définir les directions de Java EE 8. On a pris ces résultats et on a défini quelle serait la base pour commencer à travailler sur Java EE 8. Si vous voulez plus d'informations sur le survey, glassfish.org/survey. Donc c'est vraiment ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est les premières réflexions et les premières choses sur lesquelles on a commencé à travailler pour Java EE 8. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont participé au survey l'année dernière, au Java EE 8 Community Survey? Ok, José et 3 personnes. C'est un peu, mais merci à vous. Donc,
Basé sur ces thèmes, basé sur ces fonctionnalités, on a dérivé des thèmes. En gros, donc on a regroupé les fonctionnalités, on a dérivé 3 thèmes. C'est des thèmes relativement génériques. HTML5, WebTier Enhancement, Ease of Development, donc simplification de la plateforme, et enfin Infrastructure for Running in the Cloud. Donc ce que je vais faire, je vais en gros vous donner un aperçu où on en est à ce stade-ci pour Java 8. Maintenant, clairement, vous allez voir que je vais passer plus de temps sur le premier aspect. Pourquoi? Parce que cet aspect-là est beaucoup plus avancé que les autres aspects. Donc, HTML5 ou WebTier Enhancement, c'est quelque chose d'évident. On veut être certain que la plateforme Java EE peut être utilisée pour facilement développer et déployer des applications HTML5. Tout le marché va vers ça, donc on se doit d'offrir ces fonctionnalités-là. Qu'est-ce qu'on compte faire? On compte faire différentes choses. Une nouvelle API pour faire du JSON binding. En Java 7, on a introduit une API de processing JSON. On veut améliorer cette API. On veut introduire une API pour faire de manière standard des server sent events. On veut introduire un nouveau framework MVC. Et enfin, on veut ajouter le support HTTP2 à la plateforme. Alors, si on regarde le premier, Java API for JSON binding. En gros, cette API est l'équivalent pour JSON. Donc, du côté XML, on a JAXB, on aurait JSONB pour JSON. Donc, faire du marshalling d'un arbre d'objets Java vers un document JSON, et inversement. En fait, si on regarde les personnes qui travaillent sur JSONB, au niveau de la spécification, ce sont les personnes qui sont impliquées dans JAXB. Donc, en termes d'idée et de philosophie, on est vraiment sur la même idée. Donc, l'API va fournir un comportement par défaut. Donc, on prend un objet Java, on veut le marshaller, donc on va avoir une représentation JSON, on va obtenir ça automatiquement. Et l'API va nous proposer la possibilité de changer le comportement de l'API qui est proposé par défaut. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre JSON et Java. En Java, on a un modèle typé très riche. En JSON, on a un modèle très simple. En JSON, on a en gros des strings, des nombres, des booléens, des objets et des arrêts. C'est tout ce qu'on a. En Java, rien que pour les dates, on a déjà 36 manières de représenter une date. Donc l'API va en gros définir comment une date va être représentée en JSON, les différents types de dates, ce genre de choses-là, et on aura la possibilité de configurer ça. Alors maintenant, si on regarde le marché, il y a déjà 36 solutions qui permettent de faire ça de manière propriétaire. Donc l'idée, donc il y a différents frameworks, Jackson, Johnson, etc., etc. L'idée de cette API est en fait d'offrir une API sur laquelle vous pouvez plugger différents providers. Donc si aujourd'hui, par exemple, vous utilisez FlexJOHN, avec cette API-là, vous aurez une API standard qui vous permet de continuer à utiliser FlexJOHN. Et en fin de compte, donc d'abord, on ne veut pas réinventer la roue. Pourquoi? Parce qu'on a déjà plusieurs solutions qui font ça très bien. Ce qu'on veut juste offrir, c'est une API standard qui vous permet de plugger différents providers. Et en fin de compte, c'est aux différents providers d'offrir une valeur ajoutée qui feront que vous allez choisir le provider A plutôt que le provider B. Si on regarde actuellement dans l'expert group, on a des JSON qui est représenté, Eclipse Link, JSON et Johnson. À quoi l'API va ressembler? Donc on a une entité Java, on l'instancie, on a une personne qui s'appelle Duke, etc. Pour avoir la représentation, donc pour faire le marshalling de Java vers JSON, en gros on a besoin d'une instance d'un marshaller qu'on récupère à travers le JSON context. Create marshaller, on peut configurer ce marshaller, dans ce cas-ci je veux du pretty printing. Et ce qu'on doit faire ensuite, on invoque la méthode Marshall en lui passant l'objet Java. Et en retour, on récupère la représentation JSON par défaut de notre objet. Donc ici, on voit par exemple que la clé pour le nom s'appelle name. Pourquoi? C'est inféré en fait du modèle ici. On aurait la possibilité, par exemple, en utilisant une annotation, de dire que cette clé-là doit s'appeler nom, parce qu'on veut cela en français. Alors, autre API sur le WebTier sur lequel on travaille, c'est JSONP. Donc en Java 7, on a introduit le support de JSON dans la plateforme, donc faire du streaming et du parsing de JSON. On veut améliorer cette API. On veut faire différentes choses. On veut adopter certains standards qui viennent du monde JSON. On veut y ajouter le support Java ici 8, etc. Alors, si on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on compte faire qu'est-ce qu'on compte ajouter comme standard? Le premier, JSON Pointer. Un des trucs bien dans le monde JSON, c'est que dès qu'il y a un standard, rien qu'à regarder le nom, c'est super simple, on sait ce que ça fait. JSON Pointer, ça définit un pointeur, donc une syntaxe en fait qui permet de référencer un objet au sein d'un document JSON. Exemple ici, /0/phone/mobile. On veut ajouter ce support-là à l'API JSON, l'API JSONP de Java EE. À quoi ça ressemblerait?
Donc on a ici un objet JSON, dans ce cas-ci c'est un array JSON. On doit d'abord définir un pointeur. Donc c'est ce qu'on fait ici, JSON create pointer. Ensuite on utilise la syntaxe qui est définie par le standard JSON pointer. Donc ici /0 /phone /mobile. En gros ici /0 c'est l'objet à l'index 0, donc le premier objet. Phone c'est la clé, ici mobile c'est cette clé valeur là. Ensuite évidemment on va faire quelque chose. On pointe dans le document. Ce qu'on peut faire par exemple c'est un getValue. Donc récupérer en fait le téléphone de l'utilisateur. C'est une des possibilités. Donc, getValue est une des méthodes possibles. Si on regarde un autre standard du monde JSON, il y a un standard qui s'appelle JSON-Patch, qui propose différentes opérations. Add, replace, remove, move, copy, test. On va supporter certaines de ces opérations sur JSON Pointer. On va supporter le add, le replace et le remove. Donc, on définit notre pointeur. Ensuite, on pourrait faire par exemple un add. Pourquoi on ne supporte pas les autres opérations? Parce qu'avec le add, replace, remove, on peut implémenter en fait le move et le copy et le test. Donc JSON Pointer, le premier standard qu'on compte adopter. Le deuxième standard qu'on compte adopter, JSON Patch. Encore une fois, non très simple. Qu'est-ce qu'un patch? Un patch est un document JSON qui va être appliqué sur un autre document JSON pour le transformer. Donc un patch, c'est un document JSON qui contient un ensemble d'opérations, au moins une opération, idéalement plus. Une opération, on a d'abord le type d'opération, on a add, replace, remove, move, copy, test. Ensuite, on doit préciser un path, donc où l'opération doit être effectuée dans le document JSON. Et pour certaines opérations, on doit en plus spécifier des paramètres supplémentaires. Dans ce cas-ci, par exemple pour le replace, on doit bien évidemment spécifier la nouvelle valeur à introduire. Donc ici, on a un patch avec deux opérations, un replace et un remove. La règle veut que les opérations sont exécutées séquentiellement. Si une opération foire, le patch est complètement avorté. On peut utiliser les patchs dans deux cas. On peut appliquer un patch sur un document JSON, donc pour le transformer. Donc on a un document JSON qui est en fait un patch, on va l'appliquer sur un autre document JSON pour transformer ce document JSON. On peut aussi utiliser un patch pour obtenir un diff de deux documents JSON. Donc en gros, l'API va offrir une méthode qui permet on lui donne deux documents JSON et en retour, ce qu'on va obtenir, c'est un diff sous forme de JSON patch. Donc on compte supporter ça en Java 8. Donc exemple de patch ici. Donc à gauche, on a un patch avec deux opérations. On effectue la première opération. Donc on fait un replace en utilisant ce chemin-là. Donc en gros, on remplace le numéro de téléphone qui est là. Ça fonctionne, donc on peut passer à la seconde opération. Seconde opération, remove de l'objet 1, donc le deuxième objet dans l'array JSON. Donc on enlève en fait le deuxième objet dans l'array JSON. Donc ceci serait le résultat final si on appliquait le patch. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'on ne transforme pas l'objet original, on récupère un nouvel objet. Autre chose qu'on compte faire sur l'API JSON P, c'est un exemple ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les streams, on utilise lambda de Java 8 pour en gros, on a un JSON array qui contient des contacts et on veut récupérer tous les noms des personnes dans cet array de sexe féminin. Si vous regardez bien l'exemple, il y a un problème fondamental. Le problème, c'est ici. Donc on part d'un JSON array. On fait ici ce filtre. Qu'est-ce qu'on récupère? Une liste de strings. Pourquoi? Parce que les collecteurs de JDK dans Java 8 renvoient des listes ou des maps. Donc ce qu'on veut faire avec JSON-P 1.1, c'est avoir des collecteurs spécifiques pour JSON. Donc c'est le même exemple. La seule chose, c'est qu'on utilise notre collecteur spécifique JSON et ce qu'on récupère en fin de compte est un JSON array. Donc on n'a pas quitté le monde JSON, on peut avec ce résultat-ci continuer à utiliser l'API JSON-P. Donc c'est ce qu'on compte faire au niveau JSON, donc JSON-B, JSON-P. Il y a d'autres choses qu'on compte faire. Par exemple, la notion de JSON Big Data. L'idée avec ça, c'est on reçoit un document JSON très large, 20 gigas par exemple, c'est peut-être un peu, enfin disons 20 gigas. On veut en récupérer on veut en récupérer, le transformer, donc faire un non-Marshall vers un objet Java. C'est peut-être une mauvaise idée de faire ça avec tout le document. Donc on veut avoir la possibilité de spécifier qu'on veut dans le document uniquement travailler sur tel sous-élément du document. Donc il y a des réflexions qui sont en cours pour supporter ça.
Autre élément qui est ressorti du sondage, c'est les SSI, les Server Sent Event. Donc les SSI, c'est quoi? C'est un standard qui fait partie d'HTML5 qui nous donne en fait une manière standard de faire sur HTML des notifications. Donc l'idée, c'est j'ai un serveur, j'ai un client web. Mon client web se connecte sur un serveur web. La connexion donc est établie. À partir de ce moment-là, à travers des SSI, mon back-end aura la possibilité de pousser de manière asynchrone des notifications vers le client. C'est quelque chose qui est largement utilisé aujourd'hui. Ça fait partie d'HTML5. Un browser HTML5 se doit d'avoir l'API JavaScript qui permet de faire du SSI. C'est pas super compliqué à faire, mais actuellement on n'a pas d'API standard pour faire ça en Java. Donc on veut adresser ça. Donc au début de la réflexion, il y a une question fondamentale. Où est-ce qu'on doit faire cette API dans la plateforme Java-EE? Dans l'API Servlet, c'est une possibilité. Dans l'API WebSocket, on répond à un besoin relativement similaire. WebSocket, c'est du full duplex bidirectionnel. SSI, c'est unidirectionnel. Donc c'est le back-end vers le client, mais bon, c'est relativement similaire. JAX-RS, ou carrément avoir une API standalone. Donc avoir un JSA rien que pour définir ça. Avoir un JSA rien que pour ça, c'est un peu coûteux parce que clairement, c'est quelque chose de relativement simple à faire. Il y a eu pas mal de discussions et en fin de compte, il a été décidé d'utiliser l'API JAX-RS pour faire ça. Il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord, la combinaison JAX-RS et SSI, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Aussi, Jersey, qui est l'implémentation de référence JAX-RS, supporte déjà les SSI de manière propriétaire parce qu'il n'y a pas encore d'API standard. Et donc, on sait ce que ça implique d'ajouter le support SSI dans une implémentation de JAX-RS. Et en fin de compte, ce n'est pas quelque chose de super compliqué. Donc, les SSI vont être ajoutés dans Java-EE à travers l'API JAX-RS. Alors, un exemple comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai un endpoint JAX-RS. Donc j'ai le mot add-path, j'ai mon add-produce. La chose qui est spécifique, c'est ici le add-produce. Donc c'est le media type, c'est text event stream. Donc c'est le media type spécifique pour les SSI. J'ai bien sûr la méthode. Dans ce cas-ci, c'est un HTTP GET. Donc c'est un endpoint JAX-RS traditionnel. La seule chose qui change, c'est vraiment ici. On a aussi ce nouveau type d'objet, event output. Ici, ce que je fais, je démarre une nouvelle thread. C'est juste pour l'illustration. En Java-EE, c'est peut-être pas une bonne idée de faire démarrer une thread de manière à la mano comme ça, mais bon, on a besoin d'avoir de produire des événements de manière asynchrone. Donc, juste pour l'exemple, on a une nouvelle thread. La thread, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, en gros, event output. Donc de temps en temps, de manière asynchrone, le back-end va envoyer des notifications. Donc c'est tout ce qu'il faut faire au niveau back-end pour envoyer une notification. Du côté client, je vais de la même manière récupérer l'API JAX-RS client cette fois-ci. Donc je définis mon web target, donc l'URL sur le réseau de mon endpoint SSI. Je définis cet event source. Et enfin, je définis le callback qui sera invoqué chaque fois qu'une notification SSI est envoyée par le back-end. Donc cette callback sera invoquée et en gros ici je récupère le payload et j'en fais ce que je dois en faire. La seule chose aussi bien sûr à faire, c'est event source open. Donc en gros l'event source open va établir la connexion et enregistrer le callback qui est défini là pour être invoqué. Ça c'est un exemple en utilisant l'API JAX-RS client. Donc l'API Java, mais bien sûr, on pourrait utiliser sur un back-end JAX-RS Java-EE 8 n'importe quel client JavaScript HTML5. Alors, au niveau web, ce qu'on compte faire aussi, on compte ajouter un nouveau framework, MVC. Il y a eu pas mal de discussions autour de ça parce que clairement, le nom MVC n'est pas vraiment approprié. En ce sens que si on regarde dans Java-EE, on a déjà le support pour MVC. Donc MVC, je suppose que je ne dois pas m'étendre, Model View Controller, donc c'est une pattern qui est utilisée pour écrire des interfaces utilisateurs. Donc on a le modèle, on a la view, donc l'utilisateur interagit avec la view, et on a le contrôleur qui en gros récupère le modèle, reçoit les inputs de l'utilisateur, exécute la logique métier et demande à une view de s'afficher. Donc MVC, on supporte déjà dans Java-EE, c'est Java Server Faces. Mais si on regarde MVC un peu plus en détail, il y a deux styles dans MVC. Il y a ce qu'on appelle le component-based et il y a l'approche action-based. JSF, c'est clairement du component-based. Donc en JSF, on a en fait le framework qui nous offre le contrôleur. Et ce qu'on doit faire en tant que développeur, c'est prendre différents composants, les assembler ensemble, écrire un peu de logique pour
customiser entre guillemets les composants et c'est tout ce qu'on a à en faire. Tout le contrôleur est vraiment géré par le framework. En Action-Based, c'est vraiment différent. En Action-Based, en gros, votre application sera le contrôleur. Donc, vous allez devoir écrire le contrôleur. Donc, l'idée ici n'est pas de remplacer JSF. L'idée ici est vraiment d'offrir une alternative à JSF. Parce que dans certains cas, JSF est très approprié, mais dans d'autres cas, peut-être qu'une approche plus orientée Action-Based aurait du sens. Un bon exemple d'approche Action-Based, c'est Spring MVC, par exemple. Donc, c'est ce qu'on veut faire au sein de ce JSR. Donc MVC 1.0, encore une fois ici on sous-entend Action-Based MVC. L'idée d'avoir une API qui en gros réutilise au possible les fonctionnalités qui sont déjà fournies par la plateforme. Pour le modèle, il va de soi que ça a du sens de récupérer CDI. MVC va aussi avoir des fonctionnalités de validation, donc on affiche un formulaire avec des champs, on veut les valider. On va bien évidemment récupérer bin validation pour ça. Pour la persistance, MVC ne dit rien à propos de la persistance, mais il va de soi que JPA sera utilisé. Pour la vue, c'est un peu différent. Là, il y a eu des discussions. Donc, la vue, en fait, en gros, c'est le template. C'est ce que vous avez utilisé pour définir ce que l'utilisateur, donc la forme de la page, ce que l'utilisateur va voir. On a déjà deux technologies de template dans Java EE, c'est JSP et Facelet. Donc on va bien évidemment les supporter par défaut. C'est déjà deux technologies qui sont là. Ce qu'on ne veut clairement pas faire, c'est définir un nouveau type de template. Il y a déjà 36 solutions sur le marché, donc ça n'a pas de sens que dans cette spécification, on définit un autre type de template. Mais ce qu'on veut laisser la possibilité, c'est d'avoir la possibilité en fait de récupérer une solution existante. Par exemple, vous préférez FreeMarker à JSP ou à Facelet. MVC vous permet d'utiliser FreeMarker pour la partie vue de manière très simple. C'est un mécanisme d'extension qui est basé sur CDI. Pour la partie contrôleur, là, il y a eu pas mal de discussions aussi. Doit-on inventer une nouvelle technologie ou doit-on récupérer une technologie qui est déjà existante dans la plateforme? En gros, JAX-RS. Donc, il y a eu pas mal d'échanges et en fin de compte, il a été décidé d'utiliser JAX-RS. Donc, en gros, actuellement, si vous connaissez JAX-RS, et je suis sûr que la plupart d'entre vous utilisent JAX-RS, vous allez voir que le JSR MVC est très simple à comprendre. Exemple de contrôleur. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? En gros, j'ai une méthode JAX-RS. Donc j'ai la notation addPath qui ici. J'ai une HTTP méthode, donc un get. La seule chose que je fais, c'est que j'utilise une nouvelle annotation addController pour spécifier que cette méthode-ci, donc hello, est en fait un contrôleur. Donc chaque fois que j'ai un utilisateur qui va atteindre cette ressource JAX-RS, on va tomber dans le contrôleur. Le contrôleur va faire ce qu'il a à faire, donc il va récupérer le modèle, il va faire des calculs, des traitements, etc. Et ici, on voit que mon contrôleur retourne une vue. Donc une vue, c'est une référence vers une vue. Donc mon utilisateur, après la logique métier qui sera exécutée ici, va être redirigé vers la vue. Donc le contrôleur va en fait demander à un View Engine, dans ce cas-ci le View Engine JSP, d'afficher la vue A. Approche un petit peu différente, c'est la méthode contrôleur, on peut la mettre au niveau de la classe, comme dans l'exemple précédent, on peut la mettre au niveau... On peut la mettre au niveau de la méthode, comme dans l'exemple précédent. On peut aussi la voir au niveau de la classe. Dans ce cas-ci, toutes les méthodes seraient des méthodes contrôleurs. Ce qui est différent ici, c'est que le return type est void. Donc on utilise une nouvelle annotation addView pour spécifier quelle est la vue à rendre. Donc l'exemple précédent, en gros, on pourrait ici dans la logique changer la vue à rendre. Ici, c'est un peu plus statique en ce sens que la vue est définie dans l'annotation. Donc un contrôleur peut retourner un void. Dans ce cas-là, on doit utiliser la nouvelle annotation addView. On peut retourner un string, qui est en gros une référence vers une vue. On peut aussi retourner une réponse JAX-RS. Dans ce cas-là, le type de l'entité à retourner est un viewable, qui est un nouveau type de classe qui, en gros, encapsule une vue et la manière dont elle doit être rendue. Et enfin, on pourrait aussi directement retourner un viewable sans passer par l'annotation. Donc, en gros, addController, addView, ce sont les deux annotations qui ont été introduites par ce JSR. Le reste, c'est vraiment du Java EE standard pur et dur. Le modèle, il est basé sur CDI. Donc c'est un bin CDI. On utilise l'annotation @named. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc là, il n'y a vraiment rien de nouveau.
Et enfin, le dernier élément, la vue, donc ce que l'utilisateur va voir. Ici, c'est une page JSP. On référence le modèle en utilisant Expression Language et CDI. C'est tout ce qu'on a à faire. Maintenant, il y a un souci donc JSP bien sûr supporte CDI, mais par exemple si on parle de FreeMarker, donc le moteur FreeMarker ne supporte pas CDI. Donc on a laissé la possibilité d'utiliser des modèles en dehors de CDI. Donc en gros, on a une interface modèle qui est en gros une map. Donc on peut, dans le contrôleur, populer cette interface. Et un moteur externe pourrait utiliser cette map, pour injecter des valeurs qui doivent être rendues dans le modèle. Il y a pas mal d'autres choses à parler sur ce GSR. Ce qui est important, c'est qu'il est en early draft. Donc on a une spécification, on a une implémentation de référence que vous pouvez utiliser aujourd'hui. L'implémentation de référence et la spécification supportent GSP et Facelet. Donc ça, c'est obligatoire, c'est imposé par la spécification. Mais on a aussi sur l'implémentation de référence le support pour FreeMarker, Velocity, TimeLeaf, Moustache. Et Peeble va être ajouté. Enfin, j'ai juste quelque chose à faire et puis ce sera ajouté. Donc en fin de semaine, ça devrait être bon. Le reste, c'est du JAX-RS standard. Donc c'est vraiment quelque chose de simple à comprendre. Alors, si on continue sur l'aspect web. Un élément important, si vous avez par exemple suivi la session de Jean-François un peu plus tôt, c'est HTTP2. Alors en gros, aujourd'hui on utilise tous HTTP 1.1. HTTP 1.1 qui a été défini en 1999. Donc on a un standard qui a plus de 15 ans, qui répond aux besoins, mais il y a pas mal de problèmes qui se sont avérés au fil des années. Un problème est ce qu'on appelle le head-of-light blocking. Donc déjà, il y a un problème basique, c'est que HTTP, on fait beaucoup de requêtes. Donc on ouvre un socket TCP pour faire une requête, on reçoit la réponse du serveur et on ferme ce socket-là. C'est très coûteux en termes de ressources. Et si on regarde une application web typique, on doit faire ça X fois. Donc c'est vraiment pas efficace. La spécification dit qu'on ne peut ouvrir que 2 sockets TCP en même temps. Les browsers contournent cette spécification, il y en a qui vont jusque 4, 6, j'ai entendu 12 tout à l'heure, mais ça reste limité et de toute façon, ouvrir 200 sockets TCP en même temps, ça ne va pas résoudre le problème, c'est juste retarder le problème. Il y a un autre problème, c'est le head-of-light blocking. Donc l'idée ici, c'est que l'aspect dit que les ressources doivent être délivrées par le serveur dans l'ordre dans laquelle elles ont été demandées par le client. Donc si mon client demande la ressource 1, 2, 3, la ressource 1 est envoyée, la ressource 2, parce que le serveur doit par exemple aller dans la base de données, il y a un problème, ça prend du temps, ça bloque, la ressource 3 ne sera pas envoyée. Donc il y a plein de problèmes avec l'utilisation de HTTP aujourd'hui. On a des pseudo-solutions, les sprites, concaténer les fichiers, donc un CSS, au lieu d'en avoir 5, on va regrouper ça et tout ça. Mais ça reste vraiment du bricolage. HTTP tente à résoudre tous ces problèmes-là. Maintenant, HTTP2, tente à résoudre tous ces problèmes-là. Maintenant, HTTP2, c'est un peu le monstre du Loch Ness aussi. Ça fait 8 ou 9 mois que je dis HTTP2, c'est quasiment fait. Donc maintenant, je ne dis plus ça. Je récupère le quote officiel sur le site de la spec HTTP2 qui dit que HTTP is nearly done standardization. Mais maintenant, je crois qu'on peut vraiment clairement dire que c'est quasiment fait. La spécification a été ratifiée et il reste une chose à faire, elle est dans les mains des éditeurs, donc c'est juste cosmétique. HTTP2, c'est 2 spécifications en fait. Il y a la spécification HTTP2 elle-même et il y a aussi HPAC qui définit comment les entêtes HTTP peuvent être compressées. Donc, ce qui est important, c'est qu'HTTP2, on tente à résoudre tous les problèmes qui ont été induits par HTTP 1.1 et 1.0, mais c'est pas révolutionnaire en ce sens que aujourd'hui on a différents verbes HTTP, donc get, post, put, delete, etc. On préserve toutes les notions en fait qui sont dans HTTP 1.1. Ce qui change, c'est vraiment au niveau protocole l'implémentation. Donc pour nous développeurs, c'est relativement transparent. Alors l'idée d'HTTP2, c'est qu'on a un seul socket TCP qui est ouvert. Sur ce socket-là, on va avoir des streams. Un stream, c'est en gros une connexion entre le client et le serveur. On peut avoir plusieurs streams, donc c'est déjà un grand changement. On a plusieurs streams sur un seul et même socket. Pourquoi? Parce qu'HTTP2 est basé sur un protocole binaire et les streams sont découpés en frames. Étant donné qu'on peut avoir plusieurs streams découpés en frames, on peut multiplexer les streams ensemble.
On a plusieurs streams qui sont multiplexés. On peut définir des priorités. Autre chose aussi, le serveur push. Le serveur a la possibilité de pousser de l'information de manière proactive vers le client. Ce n'est pas du SSI, ce n'est pas du WebSocket, parce qu'on pousse l'information uniquement dans le cache du client. Exemple, à gauche, une requête HTTP 1.1, donc on fait un post. En HTTP 2, en gros, ce serait deux frames. D'abord le frame headers avec les entêtes HTTP 2 et ensuite un frame data avec les données à poster. Et étant donné qu'on est sur des frames, on a la possibilité de, je reviens pas sur le mot en français, mais donc d'imbriquer les frames. Donc on a vraiment cette possibilité d'avoir plusieurs streams en même temps. Donc on a vraiment du multiplexing sur un seul et même socket TCP. Donc c'est vraiment un changement important par rapport à HTTP 1.1. HPAC, compression des entêtes, des entêtes HTTP. Donc un exemple de requête. Donc ici je récupère une image, mon frame header. Deuxième requête, je récupère une image. La seule chose qui change, c'est le chemin de l'image. Le serveur et le client maintiennent une sorte de en-tête de référence. Et ce qui va être échangé, c'est un nouveau frame uniquement avec le delta. Donc ce qu'on va échanger pour la deuxième requête, on va uniquement faire un diff en fait. Donc on va uniquement envoyer un frame avec ce qui a changé. Le reste est implicite. Et si on regarde aujourd'hui comment on utilise HTTP, en gros on constate que énormément des paramètres de headers HTTP sont relativement statiques au cours de l'utilisation. Donc c'est quelque chose qui devrait apporter pas mal d'améliorations. Le push. Je suis un client, je demande un fichier HTML, donc un index.html. Le serveur sait que pour effectuer le rendering de ce fichier HTML, il faut des images, il faut un fichier JavaScript, il faut des fichiers CSS. Donc le serveur peut décider de proactivement pousser ces fichiers-là, ces ressources-là, dans la cache du client. Donc il envoie un frame un frame promise, donc en gros je notifie le client que je vais commencer à pousser ces ressources-là. Le client peut accepter ou pas. Et donc avant d'envoyer un index HTML, je peux pousser dans la cache du client les images qui sont nécessaires, etc. Donc si on regarde HTTP 2, ça apporte énormément de fonctionnalités. Maintenant d'un point de vue développeur, la plupart des fonctionnalités sont relativement transparentes. Par exemple, le fait que ce soit, on ait des frames, on s'en fout. Le fait que ce soit un protocole binaire, c'est complètement transparent en tant que développeur. Donc, on va rajouter le support HTTP 2 dans la plateforme Java.EE au sein de l'API Servlet 4. Mais d'un point de vue développeur, les seules choses qui seront exposées, ce seront d'abord le serveur push. Donc ça, bien évidemment, c'est utile. Donc par exemple, JSF pourrait décider de proactivement, étant donné que l'utilisateur, enfin JSF, le framework sait que l'utilisateur veut afficher telle page, on va lui envoyer toutes les ressources qui sont nécessaires de manière proactive. Donc il y aura une API qui permet de faire ça. Et enfin, la possibilité étant donné qu'on a plusieurs streams, de récupérer les informations sur la priorité des streams pour décider d'agir ou pas, enfin d'accepter les priorités qui sont demandées. Donc en gros, l'API Servlet 4 va supporter HTTP 2, mais ce sera relativement transparent pour vous, développeurs. Alors, c'était un aperçu de ce qu'on compte faire au niveau web. Bien évidemment, il y a d'autres choses. Par exemple, je n'ai pas parlé de JSF, mais on va réviser l'aspect JSF. Dans JAX-RS, on compte faire d'autres choses, etc. Si on continue un petit peu et qu'on regarde aux choses qu'on compte faire autour de la simplification de la plateforme. Donc la simplification de la plateforme, c'est quelque chose qu'on a démarré avec Java.EE 5. Donc au fil des années, la plateforme Java.EE, on a rajouté des choses. Elle est devenue tellement riche qu'elle était difficile à maîtriser. Donc en Java.EE 5, on a dit, OK, maintenant il faudrait peut-être qu'on simplifie la plateforme. En Java.EE 5, on a commencé à travailler là-dessus, utilisation des annotations, etc. On a continué en Java.EE 6, Java.EE 7, en Java.EE 8, il n'y a pas de surprise, on continue à simplifier la plateforme. Alors, c'est un thème qui est un petit peu plus difficile à expliquer parce que c'est quelque chose qui transpire à travers les différentes API. Il y a un thème global, par exemple, pour la simplification de la plateforme, c'est on veut que les différentes API de la plateforme Java.EE s'alignent mieux avec CDI. JSF, JAX-RS sont deux exemples. Donc c'est quelque chose qu'on a démarré et on continue à travailler.
On veut aussi introduire des choses qui sont manquantes et qui permettent de simplifier le développement d'applications. Par exemple, actuellement, on a différents scopes qui sont fournis par la plateforme, mais on n'en a pas pour WebSocket. Donc on doit faire des bricolages pour essayer d'avoir un pseudo WebSocket scope. C'est quelque chose qu'on tente d'adresser. Alors, ce qu'on compte faire aussi, c'est introduire un modèle pour remplacer les MDB, les Message Driven Bin. Donc les MDB, ça fait partie des EGB. C'est la forme, paradoxalement, la plus simple des EGB, mais on ne les a jamais simplifiés. Donc on aurait un modèle qui ressemblerait... Non, pardon, ça c'est le modèle actuel. Ça c'est un MDB au jour d'aujourd'hui. Donc si vous voulez faire par exemple du GMS, donc on doit implémenter les message listener. On a la callback qui est invoquée chaque fois qu'il y a un message posté. On utilise la notation @message_driven pour spécifier que c'est un MDB. Et enfin, on utilise l'Activation Spec pour configurer notre ressource adapteur JMS. C'est relativement lourd. Ce qu'on voudrait faire, c'est quelque chose dans ce style-là. Donc c'est en gros un POJO sur lequel on a juste une annotation @JMSListener pour spécifier que c'est en gros ce POJO-là doit être invoqué. Cette méthode-là, pardon, doit être invoquée chaque fois qu'il y a un message qui est posté sur une queue JMS qu'on spécifie là. Donc je crois qu'il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus simple. Autre élément important de la simplification, c'est tout ce qui tourne autour de CDI. Donc l'expert group, donc CDI est vraiment la colonne vertébrale de la plateforme Java.EE et c'est la technologie qui permet de simplifier pas mal d'API. Maintenant, l'expert group CDI a des plans très ambitieux pour CDI 2. Le support Java ici, la modularité, etc. Donc très brièvement. La modularité, c'est quelque chose qui est important pour CDI. Pourquoi? Parce que CDI a pas mal de fonctionnalités. Dans la version 2, l'expert group veut rajouter d'autres fonctionnalités. Le problème, c'est que la plateforme devient un peu lourde dans certains cas de figure. Par exemple, pour une utilisation dans un monde plus embedded, il y a clairement des fonctionnalités qui ne sont pas applicables pour ce genre de use case-là. Donc l'idée ici est de définir, en fait, de découper la spec en parts, donc avoir des sous-specs. Actuellement, on parle de 2 ou 3 sous-specs. Une spec qui serait plus applicable pour Java ici, une spec qui serait plus applicable pour Java.EE. Et l'idée, donc, c'est vraiment de booster l'adoption de CDI en dehors de Java.EE, en dehors de l'écosystème traditionnel actuel qu'est Java.EE. Pour ce faire, CDI va aussi définir une API qui permet de bootstrapper CDI directement à partir de Java ici, chose qui se fait de manière propriétaire actuellement. Autre chose que l'expert group compte faire dans CDI 2, c'est la gestion des événements asynchrones. Donc actuellement, on supporte les événements depuis CDI 1.0 en fait, donc Java 6. Donc ça se passe comment? On injecte un event et on a donc ici on a le producer qui va en gros produire un événement. Donc SomeEvent.fire et ensuite on a le payload, l'event même. On a quelque part dans notre application un ou plusieurs observers qui seront invoqués de manière synchrone lorsque j'effectue mon fire. Pour ce faire, je dois juste utiliser la notation @observe. Donc mon observer sera invoqué. Ce que l'expert group compte faire, c'est avoir une approche asynchrone qui ressemblerait à ça. Donc en gros, on aurait une nouvelle méthode, fireAsync. On récupérait un completion stage de Java ici 8. On aurait aussi la possibilité de passer en paramètre un exécuteur services qui serait géré par l'application server. Autre chose que l'expert group pense faire, c'est définir l'ordre des observers. Actuellement, l'aspect ne dit pas dans quel ordre, lorsqu'on est en mode synchrone, les observers doivent être invoqués. Ici, on utilise la notation @priority qui n'est pas idéale parce qu'en gros, plus la priorité est basse, plus je serai invoqué tôt. Donc, @priority, c'est vraiment un ordre. Donc, j'ai ici donc mon premier observer, priority 1, qui sera invoqué avant mon observer du bas qui a une priorité 10. Autre chose qu'on compte faire pour la simplification, c'est le pruning, donc c'est l'élagage. C'est quelque chose qu'on a commencé en Java.EE 5. Donc en gros, c'est enlever de manière propre des technologies qui n'ont plus de sens au jour d'aujourd'hui. Je ne vais pas aller en détail là-dessus, mais on continue à enlever des choses qui sont complètement dépassées dans la plateforme. Dernier point que je vais aborder, c'est Infrastructure for Running in the Cloud. Clairement, c'est pas faire une version cloud de Java.EE. Ce qu'on veut faire, c'est faire des changements sur la plateforme pour que Java.EE puisse être utilisé de manière beaucoup plus simple dans un environnement de type cloud. Pour ça, on a 2 API en tête. On veut mettre à jour l'API Java.EE Management et on veut définir un nouvel API pour tout ce qui est lié à la sécurité.
Alors, si on regarde actuellement dans Java EE, on a le JSR 77 qui a plus de 10 ans. G2E Management, c'est encore appelé G2E, donc à mon avis on est à 12-13 ans là. Qui en gros définit un modèle pour manager de manière relativement basique un container Java EE. Ce qu'on veut faire en fait, c'est on veut mettre à jour cette API qui est complètement dépassée. Et on veut faire ça notamment à travers l'utilisation de JAX-RS. Donc on veut mettre à jour l'API, la moderniser. On veut lui mettre un front-end JAX-RS pour qu'on puisse gérer et manager notre application server Java EE et les différents composants en utilisant du REST. Et étant donné qu'on a du REST, dans REST on va avoir du SSI, on pourra aussi avoir le container qui pousse de manière proactive des notifications. Ce qu'on va peut-être faire aussi, c'est il y a une autre API qui est quasiment aussi vieille, c'est le JSR 88 qui parle du déploiement. On va peut-être essayer de merger les deux. Bon, clairement à ce stade-ci, cette API, on est vraiment dans les débuts, donc les choses sont pas encore vraiment définies. On avait aussi pas mal de questions autour de la sécurité. Et là, clairement, donc pour la première question, on était quasiment à 80%. Devons-nous introduire des intercepteurs sécurité, donc l'équivalent des intercepteurs transactionnels, mais pour la sécurité? La réponse était oui. Donc c'est quelque chose qu'on compte faire. L'idée ici est en fait d'avoir un intercepteur CDI qui permettrait de faire une décision basée sur le contexte de l'application. Donc pas seulement l'utilisateur, mais aussi du contexte venant de la logique métier elle-même. Donc exemple, ici on aurait un intercepteur CDI, donc pour faire un transfert de fonds, il faut avoir le rôle manager, et on ne peut faire ça que durant les heures de bureau. Autre exemple, pour lire le salaire d'un employé, il faut être le manager, mais il faut aussi que l'employé sur lequel on veut lire le salaire soit un de nos reports directs. Oui, ce qu'on réfléchit aussi, c'est avoir la possibilité d'externaliser les règles. C'est quelque chose qui serait peut-être applicable dans un mode plus orienté cloud. Donc ces règles de décision pourraient être externalisées dans des ressources, donc vraiment en dehors de l'application. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on compte faire au niveau de la sécurité. Donc j'ai parlé des intercepteurs sécurité. On compte avoir une API qui permet de faire de user management. Donc on aurait une ressource, par exemple une base de données ou un serveur LDAP, et on aurait une API qui nous permet de manière standard de créer un utilisateur, de récupérer un utilisateur, de modifier un utilisateur et tout ça. Maintenant, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là parce que demain, il y a Alex Kozowski, donc qui est l'un de mes collègues, qui vient de la côte Est, qui est le spec lead de ce JSR, qui va donner une session d'1 heure sur ce sujet-là. C'est la première session qu'il donne sur ce JSR, donc c'est la première session publique qu'il donne dans une conférence. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette session-là. Alors, si on récapitule, donc les trois thèmes de Java EE, HTML5, Web Tier Enhancement, donc JSON-B, JSON-P, SSI, HTTP2, etc. Continuer à simplifier la plateforme. Et enfin, Infrastructure for Running in the Cloud. Donc là, c'est l'API Management et c'est tout ce qui concerne la sécurité. Maintenant, quelque chose d'important aussi, c'est que tout ce qu'on fait en termes de changement, on veut... Donc Java EE 8 sera basé sur Java SE 8. Donc on veut être sûr qu'on utilise au maximum les fonctionnalités qui sont fournies par Java SE 8. Donc Date and Time API, les streams, les lambda, etc. Où on en est au jour d'aujourd'hui? Actuellement, on a 11 spécifications qui sont démarrées. On en a actuellement une qui est en early draft, donc il y a une spécification qui a été écrite, qui est disponible, donc vous pouvez la lire, vous pouvez fournir du feedback, il y a l'implémentation de référence. Il y en a d'autres où, par exemple, JSF, il y a déjà des bouts de code qui sont disponibles aussi. Donc, mais clairement, on n'en est vraiment qu'au début. On en a 11 qui sont démarrés, mais il y en a d'autres qui devraient suivre. Batch, Beans Validation, donc à Devox, Emmanuel a parlé de Beans Validation 2, les idées qu'il avait pour Beans Validation, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses qui devraient arriver. Maintenant, si on regarde le roadmap, en Q1, les spécifications qui ont démarré devraient être en early draft. On est actuellement en Q1, si on est optimiste, on en a une en early draft, donc on a un petit retard. Parce que clairement, c'est le roadmap qu'on a lancé au début, c'était peut-être un peu trop ambitieux, on verra en fait. Toujours est-il que vous pouvez nous aider, vous pouvez contribuer à définir ce qu'est Java EE 8 et aussi aider à essayer de tenir notre planning. Comment contribuer? C'est simple, participer dans un expert group,
c'est une manière de contribuer. Maintenant, c'est clair que participer dans un expert group, ça nécessite une application forte de votre part. Donc, c'est peut-être pas quelque chose que tout le monde sait faire parce que bon, on a des enfants, parce que etc., etc. Ou notre manager ne nous permet pas de faire ça. Une autre manière de participer, c'est Adopted JSR. Donc l'idée d'Adopted JSR, c'est qu'on a ces différents JSR et on demande en gros à des groupes d'utilisateurs, à des jugs, de prendre un JSR, de l'adopter, de le tester, d'écrire des exemples, d'en parler à des conférences, d'essayer de le casser. Vraiment, l'idée, c'est nous remonter un maximum de feedback avant que la spécification soit finalisée, parce qu'on a encore plein de temps pour ajuster les choses. Clairement, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui est complètement, qui n'a pas de sens, c'est vraiment le moment qu'on doit rectifier les choses. Alors, donc, Adopted JSR, c'est quelque chose qui prend pas énormément de temps, c'est quelque chose qui est facile à faire. Donc, vraiment, si vous avez la possibilité, je vous encourage vraiment à faire Adopted JSR. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'évolution de Java EE 8, je vous encourage à suivre The Aquarium. Donc c'est un blog que moi et mon collègue on maintient. On essaye de faire des posts 3-4 fois par semaine, sauf quand on est à des conférences, où vraiment on poste les dernières nouvelles du monde Java EE. Et clairement, c'est pas du Java EE spécifique à Oracle. On parle pas de produits. On parle autant de Wildfly que de Glassfish, etc. Concernant l'implémentation de référence de Java EE 8, donc on aura toujours Glassfish, donc on aura Glassfish 5, implémentation de référence Java EE 8, qui sera open source. Si vous voulez avoir plus d'informations, on a un BOF Java EE 8 ce soir, on a différents spec leads qui sont là, donc c'est vraiment l'opportunité pour fournir du feedback, pour dire ce qui va pas, ou même pour obtenir juste plus d'informations. Et enfin, demain, cette session sur la sécurité donnée par mon collègue Alex. Je vous encourage à y assister. Il me reste 4 minutes pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des commentaires? Oui, non? Oui. Donc là, je répète la question. Donc sur les batchs, qu'est-ce qui est prévu de faire? Actuellement, il n'y a pas encore eu vraiment de discussion sur l'API batch, mais clairement, les generics. Donc dans batch 1.1, on n'a pas les generics. Ça aurait du sens d'avoir des generics au jour d'aujourd'hui. Donc on a pas mal d'idées. Maintenant, l'API batch est drivé par IBM, donc c'est IBM qui va driver cette discussion. Et dès qu'il démarre ça, évidemment, on a pas mal d'input à fournir. Oui. Oui. Oui, donc je vais répéter la question. Donc j'ai mentionné JSF dans le cadre d'HTTP2 et des serveurs push. L'API Servlet va juste fournir une API qui permet de faire des serveurs push. JSF va l'utiliser, mais si vous avez votre propre web framework, vous allez utiliser l'API Servlet pour contrôler vos serveurs push. Donc pour initier des serveurs push. Donc votre application du côté backend pourra, à travers l'API Servlet 4, remplir le cache du client de manière proactive. Oui. Oui. Donc la question c'est... j'ai parlé beaucoup de CDI, j'ai pas parlé beaucoup de EJB. J'ai parlé des EJB quand j'ai parlé des MDB. En gros, on remplaçait les MDB par un nouveau modèle qui est basé sur CDI. Donc en gros, ça donne l'idée générale, c'est que les EJB à long terme pourraient disparaître. J'ai aucune idée du timing, mais si on regarde en Java ici, on a par exemple introduit la notation add transactional, donc on peut faire de la transaction sur des bin CDI. Donc clairement, on aura de plus en plus les fonctionnalités qui ont été offertes par par EJB du côté CDI. Tout ça est encore à définir. Mais de toute façon, les EJB ne seront pas dépréqués tant qu'on n'a pas un modèle alternatif complet. Oui, je répète la question. Donc, c'était est-ce que les appels remote seront dépréqués ou seront, enfin, Oui. Oui. Ok.
donc la question, c'est du côté cloud, la notion multi-tenancy. La question, enfin, je vous retourne la question en fait. Est-ce que c'est quelque chose à faire dans la spec ou est-ce que c'est quelque chose qui serait plutôt à faire dans une implémentation? Je crois que faire ça dans une spécification, ça risque d'être très compliqué. Donc avoir tout le monde qui se met d'accord sur ce qu'est un container Java EE. Oui, donc là, au niveau de JPA. Et c'est probablement ce qu'on risque de voir plus, c'est que certaines API risquent d'évoluer vers ce modèle-là et pas avoir vraiment l'application Java EE de manière globale qui évolue vers ce modèle-là. Mais clairement, JPA, ça a du sens. JPA, on a des idées, mais on n'a pas encore démarré l'expert group pour vraiment travailler sur JPA. Mais c'est une chose qui a beaucoup de sens. Est-ce qu'il reste des questions? On a le BOF Java EE ce soir, donc vous êtes les bienvenus. S'il n'y a plus d'autres questions, merci.